Aujourd'hui, les énergies fossiles sont presque épuisées et la population augmente. D'ici 2030, la population mondiale devrait atteindre les 9 milliards d'individus et la demande énergétique va être augmentée de 30%, mais aussi les émissions de CO2. C'est pourquoi il faut développer une énergie propre, révolutionnaire et renouvelable, donc durable. Une énergie durable est une énergie qui permet de subvenir à nos besoins sans compromettre les générations futures. C'est une énergie presque illimitée. Dans ce cas, la fusion thermonucléaire. Mais d'abord, revenons sur l'histoire du nucléaire. C'est en 1942 que le premier réacteur nucléaire a été créé à Chicago, suite à la catastrophe de Tchernobyl en 1986, mais aussi à la course à l'armement atomique. Hiroshima et Nagasaki, lancés le 6 et 9 août 1945, ont entraîné la recherche d'énergie nucléaire plus productive et moins coûteuse à usage pacifique, fusion thermonucléaire. La fusion thermonucléaire, dite fusion nucléaire, est un processus où deux noyaux atomiques légers s'assemblent pour former un noyau plus lourd, comme cela se produit dans le Soleil et la plupart des étoiles de l'univers. Mais qu'est-ce que la fusion nucléaire? La fusion nucléaire est un processus permettant de créer une grande quantité d'énergie à partir d'une petite quantité de matière. Par exemple, les océans contiennent naturellement suffisamment de deutérium, environ 33 grammes par mètre cube, ce qui permettrait d'alimenter en énergie la planète pendant environ 100 millions d'années. En comparaison aux énergies fossiles, un mètre cube d'eau fournit la même quantité d'énergie que la combustion de 700 tonnes de pétrole. Le principe de la fusion thermonucléaire est l'assemblage de noyaux plus légers pour en obtenir un plus grand. Cependant, lors de cette fusion, nous avons observé une différence de masse entre l'addition des masses des deux noyaux de départ et celle de l'arrivée. En fait, il s'agit de la différence de masse entre le nombre de protons et le nombre de neutrons qu'on peut calculer par le nombre de nucléons moins le nombre atomique, moins la masse du noyau. En fait, on pourrait croire que la masse du noyau est égale à celle des nucléons, soit Z plus A. Mais en fait, cette masse est complétée par de l'énergie, soit par la force électrique, soit par l'énergie forte, enfin par l'interaction forte issue des celles des quarks et des gluons. Cette masse peut être transformée en énergie par l'équation d'Einstein, E est égale à mc carré. Ici, en fait, on voit que toute l'énergie peut être transformée en masse et vice-versa. Ainsi, la différence de potentiel énergétique pourra être transformée en énergie thermique qu'on pourra récupérer dans le réacteur après. Cette fusion doit se faire dans un état de la matière très particulier. Il s'agit du quatrième état, soit celui du plasma. En fait, pour assembler deux noyaux, il faut vaincre la force électrique qui les sépare. En effet, cette force se produit lorsque deux charges de même signe s'opposent. On peut la calculer avec la force électrique, avec la constante de Coulomb, leur charge respective et la distance au carré qui les sépare. Donc, pour que ce plasma les rassemble, il faut qu'il soit chaud, environ 150 millions de degrés. À cette température, les états des atomes sont si particuliers qu'ils sortent facilement. Leurs noyaux peuvent ainsi fusionner et donner naissance à un noyau plus grand. La physique du plasma est une branche de la fusion thermonucléaire à prendre en compte dans le confinement de celui-ci. En fait, le principe est de confiner le plasma dans un espace le plus petit possible pour faire le maximum de fusion, grâce à plus de collisions. Le principe du plasma est qu'il fuit les zones où l'intensité magnétique est plus importante, comme toutes les particules chargées. Ainsi, au début, les physiciens ont opté pour une forme de bouteille, comme celle-ci, où le plasma fuirait les zones où le magnétisme est le plus important et ainsi se confinerait au milieu. Le problème est qu'il y avait des fuites. Ainsi, peu de temps après, l'idée était de refermer la bouteille sur elle-même pour décrire un cercle. Le plasma aurait pu ainsi tourner tout autour et grâce à des bobines placées parallèlement à celui-ci, le champ magnétique aurait pu faire tourner le plasma sans qu'il y ait de fuite. Le problème est que, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque le champ magnétique est plus important à un point,
le plasma dérive pour aller sur l'opposé. C'est pour ça qu'au centre, la distance entre deux sphères, entre deux bobines, est moins importante que celle à l'extrémité. C'est pourquoi, dans cette configuration-là, le plasma a tendance à dériver vers l'extrémité, pouvant créer des problèmes de surchauffe de la paroi, par exemple. Une autre particularité du plasma est qu'il s'enroule autour des lignes magnétiques de tout champ. Par exemple, le vent solaire émis par le Soleil s'enroule autour des lignes magnétiques de la Terre, et créé par son champ. Il faut recréer la même situation dans le réacteur de manière à confiner le plasma en lui faisant décrire une courbe. Il faut deux bobines, une poloïdale mise en parallèle du réacteur et plusieurs toroïdales mises perpendiculaires au réacteur, comme tout à l'heure. Pour une partie simplifiée du réacteur, nous aurons ici les bobines toroïdales et placées parallèlement les bobines poloïdales. Leur champ additionné crée une ligne magnétique. Le plasma peut ainsi s'enrouler autour et former un plasma linéaire et homogène. Pour porter le plasma à la température de 150 millions de degrés, soit la température de fusion, il existe plusieurs procédés. Le premier mis en place permet de monter à 20 millions de degrés. Il s'agit de l'induction. Au centre de notre bobine, de notre réacteur, il y a une autre bobine permettant l'induction. On sait que lorsque un courant traverse une bobine, un champ magnétique est produit. Il est variable selon la différence de potentiel que l'on injecte dans la bobine. Ainsi, si le courant mis en place est variable, le champ magnétique qui sera produit fera mouvoir les électrons pour ainsi les faire bouger et avec la collision créer de la température. On dit que c'est un phénomène électromoteur. En effet, le potentiel de courant mis dans la bobine se fera pendant plusieurs milliers de secondes de façon à ce qu'il soit toujours variable et qu'il induise toujours le courant pour faire mouvoir les électrons. Le problème que rencontre le chauffage par induction est que l'électromotorisation des électrons augmente leur vitesse, ce qui fait qu'au bout d'un moment, le plasma va devenir supraconducteur. C'est-à-dire que les électrons vont rentrer de moins en moins en collision avec les ions présents dans le gaz. Ainsi, l'effet Joule sera moins présent. L'effet Joule, c'est quand une particule d'énergie E entre en contact avec une autre, elle lui transfère son énergie. Ainsi, s'il n'y a plus de particules, l'électron passera sans transmettre son énergie. L'énergie, ici, c'est la température qui se transforme avec la température du plasma pour arriver à 150 millions de degrés. Ainsi, quand l'effet Joule sera diminué, on pourra arriver jusqu'à 20 millions de degrés, ce qui est un grand maximum pour le chauffage par induction. En plus de la méthode par induction, qui d'ailleurs génère un champ magnétique de 13 Tesla, on peut distinguer deux autres techniques. La première, par hyperfréquence, consiste à chauffer le plasma à l'aide de micro-ondes, de manière à agiter les particules et ainsi avoir plus de température. Le second consiste à injecter d'autres particules dans le sens opposé du plasma, de façon à faire plus de collisions et ainsi, par effet Joule, monter la température. Maintenant que le gaz du plasma est environ à 150 millions de degrés, nous pouvons injecter le combustible pour que la fusion commence. Ici, il s'agit de deux isotopes, le deutérium et le tritium. Ce sont des isotopes de l'hydrogène. Nous avons pris cet atome car il s'agit, dans le tableau périodique, du plus léger élément. Un isotope est un atome qui a gagné un neutron dans son noyau. Ici, le deutérium
en a gagné 1 par rapport à l'hydrogène normal et le tritium en a gagné 2, ce qui fait que son nombre de nucléons monte à 3, en comptant le proton supplémentaire. Le tritium est radioactif bien que peu, mais le deutérium ne l'est pas. On le trouve dans l'eau à 0,03% naturellement. Cependant, c'est quand même un atome qui est assez nocif pour la santé. Il peut se lier à l'eau pour former du D2O. On appelle ça l'eau lourde puisqu'il a un neutron de plus. Ainsi, sa densité est supérieure à l'eau dite légère. Une autre différence est de par son nombre supplémentaire de neutrons, la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène dans sa molécule d'eau sera plus importante que celle d'hydrogène. Ainsi, dans le cas d'une électrolyse, les molécules d'eau légère se feront casser plus rapidement que l'eau lourde. Comme dit précédemment, l'eau déterrée est présente à 0,03% dans l'eau pure. Ainsi, si on fait l'électrolyse de 1 litre d'eau pure, on devrait théoriquement récolter 0,3 ml d'eau déterrée. L'expérience se présente comme telle. On a plusieurs plaques de zinc qui sont inversées de polarité à chaque fois. On injecte une tension de 12 volts avec un ampérage de 20 ampères. Les ions se déplacent en cassant les molécules d'eau légères en deux molécules, une de dihydrogène et un atome d'oxygène. Ces deux composants sont des gaz. Ils passent dans le tuyau et reviennent ici. Le fait que nous ayons des bulles prouve que l'expérience fonctionne. L'eau déterrée ayant des liaisons entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène plus importantes, elle s'électrolysera à la fin. Si on attend suffisamment longtemps pour que le niveau baisse jusqu'au bout, c'est-à-dire pour que toute l'eau se transforme en gaz, nous obtiendrons de l'eau déterrée. La production de tritium est quant à elle plus compliquée puisqu'on ne trouve pas de tritium à l'état naturel. On peut le créer par fission nucléaire à l'aide d'une enveloppe tritigène composée de lithium. L'enveloppe doit entourer le réacteur. Le plasma envoie constamment des neutrons puisqu'il rayonne. Un atome de lithium peut absorber un neutron et se décomposer en un atome d'hélium et un isotope de l'hydrogène, le tritium, tout en envoyant un neutron. Le neutron pourra alors lui aussi faire la fission des noyaux de lithium. On peut alors observer cette équation. Un neutron plus un atome de lithium est égal à un neutron plus un atome d'hélium plus un atome de tritium. La fusion thermonucléaire peut être appliquée dans de nombreux domaines. D'abord, dans le domaine militaire puis scientifique, c'est autour du domaine civil. L'application du réacteur permettrait la fabrication d'électricité pour les villes d'aujourd'hui. Cette production énergétique est si complexe qu'en fait, un réacteur à fusion doit avoir une énergie de départ pour en livrer à la fin. Il faut un rapport supérieur à 1 pour que la production soit efficace. À propos de la température du réacteur que l'on veut récupérer, on peut le faire comme les réacteurs à fission, c'est-à-dire un circuit d'eau qui part, se fait réchauffer et par phénomène de convection transmet l'énergie de l'eau avec la vapeur en faisant tourner une turbine pouvant créer de l'électricité. Nous avons fait une petite expérience pour montrer la production d'électricité à l'aide de la vapeur.
Ainsi, j'aurais prouvé qu'à l'aide des isotopes de l'eau, enfin que l'on peut trouver dans l'eau, je peux facilement créer beaucoup d'énergie pour alimenter les villes d'aujourd'hui. Cependant, avec ce réacteur, certains problèmes peuvent apparaître. Premièrement, l'enveloppe tritigène, censée faire la production de tritium à l'aide de la fusion, fonctionne grâce à des réactions en chaîne. Ces réactions libèrent beaucoup de chaleur, c'est pourquoi il est important de les refroidir. On les refroidit en faisant passer un tuyau d'eau. Cependant, l'eau et le lithium peuvent réagir en formant J plus H2O est égal à LiOH plus H2. Cette réaction est explosive. C'est pourquoi, si une fuite se passe dans l'enveloppe tritigène, un incendie est à prévoir. L'autre risque est l'évacuation des déchets. Au fond du réacteur, il y a une cage pouvant accueillir tous les déchets du plasma. Ainsi, le stockage du lithium, qui se faisait à l'échelle de quelques grammes, n'est radioactif que pendant une centaine d'années. C'est pourquoi son taux de radiation est négligeable par rapport à celui de l'uranium des stations d'aujourd'hui. L'énergie thermonucléaire est une énergie durable car elle utilise des ressources présentes en grande quantité à l'état naturel. Cependant, les scientifiques ont besoin de faire de grandes avancées technologiques. Par exemple, pour contrôler la longévité du plasma, qui de nos jours a une durée très limitée, 1/10 de seconde à quelques secondes. Mais cette énergie reste très prometteuse pour les générations du futur.